Bonjour, bonjour et bienvenue à nouveau dans Studio M, la chaîne d'Esprit Meuble dont la deuxième journée a commencé et même la matinée de la deuxième journée vient de s'achever. Vous le savez, nous sommes ici au cœur d'un salon et c'est ce dont on va parler maintenant, les salons professionnels et leur évolution. On se regarde un peu de nombril, mais pas que, vous allez voir. Et on va voir comment on peut imaginer leur avenir, leur futur. Et on va faire cela avec Blandine Scherf. Bonjour. Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir sur ton plateau et merci à Esprit Meuble de m'accueillir pour discuter autour des salons professionnels qui questionnent beaucoup actuellement. Et on va se rendre compte que le futur devrait être très intéressant. Voilà, on va en parler. On va juste rappeler que tu es la fondatrice et la rédactrice en chef de Home Fashion News, magazine qui est dédié aux univers de la maison, de la table et du lifestyle, mais que tu connais très bien les acteurs de la filière des salons, que tu accompagnes depuis plus de 10 ans et que tu interviens toi-même dans beaucoup de salons internationaux. Tu les visites très régulièrement, donc tu as une vraie vision de tout ça. Quand on regarde ce monde des salons, et je pense que tu le sais mieux que moi, il est en pleine mutation. Est-ce que tu dirais que le modèle des salons, j'allais dire à l'ancienne, il est fini, ou est-ce que c'est juste le début d'un nouveau cycle ? En fait, on est tout simplement au début d'un nouveau cycle. Ce qui est important de rappeler, c'est que le monde des salons existe depuis le Moyen-Âge. Et il a évolué au fil des époques. Le salon est le reflet d'une industrie et le reflet du monde, d'un monde économique, Et donc, forcément, avec le monde ayant tellement changé ces 15 dernières années, les plateformes sont amenées à muer pour accompagner le monde économique d'aujourd'hui. Tu parlais du Moyen-Âge. C'est vrai que ça reflète une activité économique, un secteur économique. Un salon, très souvent, il y a l'agriculture, il y a l'automobile, il y a le Bourget, il y a ici, enfin bon, il y en a plein. Et tu dis que pour préparer l'avenir, il faut peut-être revenir au passé et justement à ce qu'étaient les foires à l'époque et au rôle économique très important qu'elles continuent d'ailleurs à avoir aujourd'hui. Il faut revenir aux fondamentaux. En fait, actuellement, il y a beaucoup de critiques autour des salons professionnels actuellement parce que forcément, tout le monde a en tête un petit peu les salons des années 90-2000 qui étaient des plateformes ultra performantes. Et il y a eu une sensation de déclin. Mais en fait, ce déclin, il est mal compris, il est mal analysé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui, ou on va dire dans les années 2015-2020, avaient des énormes stands sur les différents salons internationaux, ce sont des entreprises qui ont grandi sur les salons depuis les années 80 et qui avaient commencé avec des tout petits stands. Et donc, en fait, finalement, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces entreprises-là ont grandi avec des salons professionnels et qui ont eux-mêmes évolué dans des évolutions technologiques. En fait, souvent, je trouve les entreprises assez sévères avec les organisateurs de salons actuellement, parce que finalement, elles leur font porter quelque part une responsabilité qui n'est pas forcément la leur. Le salon est quelque chose de collectif, c'est toujours appuyé sur 3 piliers. Le succès d'un salon, hier, aujourd'hui comme demain, reposera toujours par l'implication d'un organisateur, des exposants et des visiteurs. Et il faut qu'il y ait une dynamique parmi les 3 finalement opérateurs d'un salon pour que ça fonctionne. À une époque, il y a eu une course à l'échalote dans les salons. Tu le disais, il y avait des stands qui étaient de plus en plus grands, qui étaient de plus en plus luxueux, mirifiques. On étalait son savoir-faire, sa richesse, et tout ça, ça avait un coût. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est devenu à quelque chose qui est plus frugal. Et est-ce qu'il y a aussi une frustration de la part notamment des exposants qui ont peut-être la nostalgie de ces années passées, mais qui n'ont pas totalement non plus les moyens de pouvoir conserver le faste d'antan? En fait, c'est voir les choses comme ça, c'est regarder un peu, à nouveau, c'est regarder par le mauvais côté des choses. Il ne faut pas oublier que dans les années, effectivement, 80, n'oublions pas que l'Internet n'est arrivé qu'en 95.
qu'avant ça, les entreprises... On n'était pas nés, ni toi ni moi. Voilà. Non, mais les salons, à un moment aussi, se sont structurés. Les salons tels qu'on les connaît aujourd'hui se sont structurés à des moments où on était encore au fax. Et donc, les entreprises, pour parler d'elles, pour montrer, etc., n'avaient pas les mêmes outils à côté pour s'exprimer. Et en plus, est arrivé en masse la digitalisation, les réseaux sociaux, professionnels, grand public, etc. Donc, tout l'environnement des entreprises a changé. Donc, le besoin qu'elles ont là, ce que peut leur apporter les salons, il y a quelque chose, on en parlera, est immuable, mais il y a des choses finalement, elles doivent déjà répartir leur budget. Et en plus, elles n'ont plus que le salon, elles ont autre chose que le salon en complément pour s'exprimer. Elles doivent en tenir compte. La digitalisation, elle a évidemment tout changé et tu le racontes très bien. Elle a aussi changé la façon dont l'organisateur du salon doit concevoir son événement. Comment aujourd'hui, dans les salons que tu vois, justement cette digitalisation, elle est mise au service des exposants et des visiteurs, et comment à la fin on l'utilise pour que le salon soit le lieu où on se rencontre, parce que le digital c'est formidable, mais à la fin on ne se rencontre pas sur le digital. Enfin, il y a des applis pour ça, mais c'est pas le même sujet. Alors, le salon, déjà, effectivement, moi ce que je dis toujours quand on me dit « Oh là là, tu te rends compte, les salons, c'est beaucoup d'investissement et on s'y retrouve pas parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les commandes. C'est-à-dire que quand on repart des 5 jours de salon, on n'a plus les carnets de commandes signés qu'on avait il y a quelques années. On a du mal on a nos directions financières qui nous demandent un ROI et on a du mal à leur démontrer le ROI, etc. Parfois, moi, je dis tout simplement, mais vous savez, effectivement, peut-être qu'il n'y a plus besoin de salons. Alors arrêtons les salons. Ah non, 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 parce qu'on en a quand même besoin. Et donc, en fait, ce qu'il faut se questionner, c'est dans un monde très digitalisé, qu'est-ce que le salon est encore seul à proposer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se digitaliser? Et oui, c'est la rencontre. Et le salon, c'est une unité de lieu et de temps où se rencontre une profession. Et il se passe sur un salon énormément de choses qui sont liées à l'humain, et qui est nécessaire, indispensable, et ça, toutes les entreprises en conviennent. Ça va être croisé déjà des moments de... Nous sommes des êtres humains, tout simplement. Et le salon, c'est le moment où on rencontre des clients, on rencontre des confrères, on rencontre des prestataires, c'est-à-dire qu'il y a ce moment où on sait que 5 jours dans l'année, on va avoir tout le monde sur place pour pouvoir se rencontrer, discuter, faire une rencontre fortuite. Montrer aussi ce que l'on fait, etc. Une question pour les organisateurs de salons. On sait que le contexte économique est compliqué. Est-ce qu'un salon qui est en perte de vitesse aujourd'hui, c'est un salon qui est forcément condamné? Alors, déjà, absolument pas. Il y a des exemples concrets qui démontrent. Il y a plusieurs salons à travers le monde qui étaient voués à disparaître et qui finalement sont redevenus leaders sur leur secteur. Et à chaque fois, de ces exemples-là, il y a un point commun, c'est les organisateurs qui ont pris la décision de se remettre profondément en question. Et quand on se remet en question, c'est quelque part se dire j'utilise ma plateforme, qu'est-ce que je conserve? Mine de rien, j'ai un savoir-faire, je sais organiser un événement, j'ai un espace, je sais le gérer, j'ai des bases de données qui fait que je sais qui je peux inviter, je connais le marché, je connais ceux qui font ce marché, ces acteurs, etc. Et tout ça, ça ne s'improvise pas. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont dit on fait fi du passé, c'est-à-dire on ne va pas chercher à réparer le salon qui va mal. On se réinterroge de quel est le besoin actuel du marché, qu'est-ce qu'on peut apporter, et finalement à un moment peut-être se couper un instant des questions de rentabilité, de ci, de ça. Il y a un moment, il faut accepter de redevenir petit, de revenir à l'essentiel et de refaire rayonner une plateforme. Et ceux qui ont fait les choses dans le bon sens, aujourd'hui, ont su en tirer les fruits aujourd'hui. Je l'ai dit, Blandine, tu visites des salons dans le monde entier. En France, on aime bien se désoler. Mais parfois, quand on se compare, on se console. Est-ce que, en France,
et à Paris en particulier, on a des atouts à faire valoir dans le monde des salons professionnels. Parce que quand on discute avec les gens, ils disent tous « Ouais, Milan, c'est formidable, Berlin, c'est génial, Las Vegas, c'est dingue ». Mais nous, est-ce qu'on a vraiment des atouts encore à faire valoir dans ce secteur-là ? Alors, on a des atouts qui sont essentiels. En France, on aime bien parfois se saboter, se dénigrer. Effectivement, je voyage à travers le monde. Il ne faut jamais oublier que à l'étranger, la France bénéficie encore, et franchement, pourtant on ne fait rien pour, bénéficie d'une très belle image et attire. Pour une entreprise, venir exposer à Paris, c'est aussi tout simplement venir à Paris. Et Paris est là où il faut faire attention. On va dire, Paris est la plus belle ville du monde. Voilà. Alors, dans le monde entier, c'est ce qu'on dit. Paris et les grandes villes de province, parce qu'il faut savoir qu'il y a des salons, il y a des salons régionaux qui fonctionnent aussi très bien. Et là où il faudrait faire très attention, donc on a un atout, c'est qu'on a une ville qui attire. On a une image de Paris, capitale de la création, capitale de la mode, etc. C'est-à-dire que les gens viennent rechercher sur un salon parisien cet œil français et cette capacité qu'on a à rassembler les choses, à présenter les choses. Moi, je le vois à travers le magazine, quand il est distribué à travers le monde, en version française, même si les versions anglaises sont aujourd'hui disponibles sur Internet. Je suis allée questionner les gens en disant écoutez, vous prenez ce magazine qui est en français, a priori vous ne parlez pas français, pourquoi est-ce que vous le prenez? Et ils me disent mais parce que c'est votre sélection. Et donc on a un savoir-faire français, on a une culture, on a un œil qui est unique et qui est même parfois tellement presque inné, alors travailler au cœur de nos écoles françaises, etc., qu'en fait on ne se rend parfois pas compte de ça. Et là où il faut faire très attention, et c'est là où il faudrait qu'on ne se sabote pas nous-mêmes, c'est qu'on a de très beaux salons. Pour les faire perdurer, il va falloir que chacun s'implique. On a aussi une responsabilité, on a une nouvelle génération de professionnels qui doivent s'impliquer dans ces salons et quelque part les faire vivre, parce que le salon est un art vivant. Il faut savoir qu'il y a énormément d'opérateurs étrangers qui se réjouiraient de pouvoir acheter certaines plateformes ou de les voir disparaître et de prendre leur place. Voilà, il faut savoir que si on n'organise pas nous-mêmes nos salons, il y en a à l'étranger qui sont prêts à le faire à notre place. Et par contre, ils n'auront pas ce qu'apporte un salon français, c'est qu'en période de crise, et ça c'est important de le souligner, on vient de vivre parfois des périodes difficiles dans les différentes, dans les différentes filières. Les salons accompagnent aussi les entreprises en période de crise et ont cette résilience et sont capables de dire c'est pas grave, on va tout faire on va faire en sorte de faire le plus beau salon, même si pendant un moment on sait qu'on ne gagnera pas d'argent. Un opérateur étranger qui viendra, si ça marche pas, il partira. C'est Coco Chanel qui disait même déprimé, faut se maquiller. C'est un peu ça. Exactement. Puisque ici, on est en plein cœur d'un salon, on est à Esprit Meuble. Petit regard critique, positif ou négatif d'ailleurs, sur la façon dont Esprit Meuble incarne finalement le salon à la française dans sa durabilité et peut-être dans sa vision de la modernité, parce que les organisateurs, ils se posent beaucoup la question. Des organisateurs ici d'Esprit Meuble, ils se posent en permanence la question. Alors, c'est ce qui justement fait la force d'Esprit Meuble, c'est que justement les organisateurs se posent toujours la question. Esprit Meuble a quelque chose, a su conserver quelque chose d'unique, et d'ailleurs c'est bâti là-dessus. C'est qu'il ne faut pas oublier que Esprit Meuble, c'est devenu rare. C'est un salon organisé par des acteurs de la filière, pour la filière, et que les organisateurs eux-mêmes sont exposants sur le salon. Et ça, c'est très important parce que ils ont une implication toute particulière. Et alors, effectivement... Oui, l'implication, c'est pas que de la rentabilité économique, c'est pas leur business, le salon. C'est une passion, et d'ailleurs, ça se sent quand on discute avec eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils se posent beaucoup de questions, et sans doute les exposants se posent aussi beaucoup de questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai vécu il y a un mois avec les équipes d'Esprit Meuble, qui se sont dit, le monde est en train de changer, il y a une bascule, il faut qu'on comprenne ce monde-là et comment est-ce que
On fait évoluer le salon pour coller aux réalités, aux nouvelles réalités du marché, à la nouvelle physionomie des acteurs. Et ça fait déjà 1 mois que les organisateurs d'Esprit Meuble ont rassemblé, et vous étiez présents, tous les acteurs qui font un salon, que ce soit l'exposant, le visiteur, le prestataire, les journalistes de la presse professionnelle. Voilà. Et en fait, pendant une journée, ils ont organisé des tables rondes pour juste se poser la question de savoir c'est quoi la filière aujourd'hui, de quoi a-t-elle besoin, comment on peut y répondre. Alors, on n'est pas ressorti de cette journée-là avec des réponses, mais avec déjà la conviction que les organisateurs d'Esprit Meuble sont dans la bonne démarche pour le futur, parce qu'ils prennent vraiment à cœur et à corps cette problématique-là. Et je pense qu'ils sont dans la bonne démarche pour penser le salon de demain. Et j'ai déjà très hâte à l'édition de l'année prochaine. Elle était assez fascinante cette journée. Moi, j'étais là pour faire le médiateur. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure, unité de temps, unité de lieu, c'est comme une pièce de théâtre. Et finalement, il y avait les acteurs, il y avait les metteurs en scène, il y avait les décorateurs, il y avait les costumiers, il y avait tous les gens qui font une pièce de théâtre et qui se posent des questions sur l'avenir, la prochaine pièce qu'ils vont jouer finalement. Et c'est ça qui était très intéressant. Et je suis d'accord, il n'y a pas eu de réponse, mais en tout cas, il y a eu des questions très intéressantes qui ont été abordées. Un dernier mot. Il y a un mot il y a un point sur lequel que je voudrais souligner, parce qu'on oppose en fait le gros de la question de savoir quel est le salon, quel est l'avenir pour les salons professionnels. Souvent, la réponse, on me parle digitalisation. Vous avez des salons comme Vivatech, qui sont des salons dédiés aux nouvelles technologies, qui par essence sont des milieux ultra digitalisés. C'est un salon qui performe, qui se développe et qui est jugé comme essentiel par tous les acteurs de la tech. Et ça, je pense qu'il faut bien garder ça à l'esprit. Et autre chose que je voudrais vraiment souligner, parce que ça me paraît important, on est dans toutes les entreprises du secteur, on est sur un renouvellement générationnel au niveau des directions. On a une nouvelle génération qui arrive et il faut que cette génération-là vraiment s'empare, s'implique. Et j'aime beaucoup cette Unis pour réussir qui est la devise du salon cette année. C'est comme ça que les générations d'avant ont réussi et ont porté leur entreprise vers le succès, qui ont fait le succès des salons professionnels, parce que les deux sont liés. C'est aussi aux acteurs d'aujourd'hui, à la nouvelle génération, de s'unir, d'être ensemble pour faire performer leurs entreprises et faire que aussi les salons qui sont leurs salons puissent perdurer parce qu'ils en ont besoin. Et ben voilà, ces nouvelles générations, appels lancés, qui sont nés donc en même temps qu'Internet quasiment. On boucle la boucle. Merci beaucoup Blandine d'être venue nous apporter votre œil avisé sur les salons professionnels. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Studio M, il va y avoir encore des choses passionnantes tout au long de l'après-midi, et puis lundi, et puis mardi, comme ici au cœur d'Esprit Meuble. Vous êtes toujours les bienvenus dans le hall 1 de la Porte de Versailles. À tout à l'heure, salut.